Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour Aona Lipcic. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, écrivaine, réalisatrice. Vous avez un parcours riche et original. Vous êtes avant tout passionnée par l'amour. C'est votre quête profonde, on va dire, à tel point que vous avez fondé une école en ligne, La Voix de l'amoureux. Alors qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes autant intéressée à l'amour? Bon, d'abord, comme vous avez dit, je crois que je suis née avec. Bon, ça c'est ma vocation de départ. Il y en a qui sont nés avec un piano au bout des doigts. Moi, je suis née avec ce questionnement dans chaque cellule de mon corps. Comment je m'y suis intéressée vraiment? C'est comme tout le monde, c'est parce que je me suis plantée. C'est que je suis allée sur des routes que je croyais être l'amour. Donc moi, je pense que voilà, je suis née avec l'amour et en même temps avec la déception chronique qui n'a fait que se vérifier au fur et à mesure que j'étais plus mûre, que j'ai eu mes premières relations amoureuses. Bon, vous le savez sûrement, ou les gens qui ont lu mes bouquins le savent. Il y a eu le fameux traumatisme du mariage. Voilà, ça a été mon traumatisme de départ. Après le traumatisme de naissance, qui est le choc d'arriver avec toute cette mémoire d'amour et puis de s'adapter doucement à un monde qui n'y ressemble pas. Et puis il y a eu ce mariage qui était l'idée de faire plaisir à mon père, tout ça. Bon, les gens qui suivent un peu mon parcours le connaissent, mais ce qui est important, c'est de voir que là, je me suis trompée de vie quelque part, et je pense que beaucoup de gens se trompent de vie. Je me suis mariée, mon père est mort 6 mois après mon mariage, et donc j'ai divorcé. Et là a commencé ma quête, vraiment. Et puis là, j'avais plus personne à accuser. Au moins pendant un moment, je pouvais accuser mon père, mais là, j'avais plus personne à accuser. C'était mes propres choix, et je voyais bien qu'il y a quelque chose qui nous fait choisir des relations pour de très mauvaises raisons. Il y a eu l'épisode spirituel de ma vie, la rencontre avec un maître indien, où je suis devenue femme prêtre, c'est-à-dire j'ai pris la robe orange, mais ça veut dire concrètement que je suis rentrée dans un univers de méditation, de vie intérieure, de mystique, pour dire ça en un seul mot. J'avais une vie mystique très très développée, et donc là, mon âme a été très très heureuse. Elle a pu ouvrir ses ailes, elle s'est dilatée, mais elle s'est dilatée, comme je dis, dans des univers sans autres. Les gens étaient très secondaires. Par contre, je vivais l'amour. Je vivais l'amour comme état de conscience, je vivais l'amour comme état d'âme. Je savais que j'avais retrouvé quelque chose de mon âme qui connaît l'amour. Donc ça, c'était génial. Sauf que, il y a la famille, par exemple. Et avec ma robe orange, ma famille, elle était là, genre, mais pour qui tu te prends, quoi? Je planais, voilà, je vivais dans une bulle, par rapport au monde. Et là, j'ai eu la révélation ce que j'appelle ma deuxième révélation. La première, c'est que l'amour, c'est un état de conscience. Ça a été, c'est pas la peine de la chercher chez les autres. Donc, ça, c'est ce que m'a appris ma spiritualité. C'est-à-dire que l'état de conscience d'amour, c'est une affaire intérieure. Le deuxième choc, ça a été que ça ne garantit pas la compétence relationnelle. Ça a été mon deuxième choc d'éveil. C'est que dans cet état d'amour, ça s'arrangeait pas mieux dans ma famille, et que de toute façon, je savais pas mieux gérer ni les phéromones, je pouvais résister, mais ça faisait pas de l'harmonie. Et je me suis dit, là, ma fille, il y a un tout autre travail à faire, c'est comment on incarne l'amour dans les relations. C'est facile de parler d'amour. Bon, je dis ça, je sais que pour certaines personnes, rien que d'éprouver cet état de conscience, c'est déjà un long chemin. Mais honnêtement, sans ça, la relation amoureuse, pour moi, a très peu de chances de s'épanouir à fond. C'est pas l'amour le problème. Contrairement à ce qu'on peut croire. Et on pourra y revenir. C'est pas l'amour le problème. C'est d'être amoureux. Oui, vous dites donc on ne naît pas amoureux, on le devient. On ne naît pas amoureux, on le devient. C'est un choix philosophique. C'est là que j'ai compris que ça n'intéressait pas forcément tout le monde. Absolument. Et oui, ça a été aussi une petite découverte sur la planète que, oui, non, ça n'intéresse pas tout le monde et que ma voie de l'amoureux, c'est pas d'une panacée universelle.
C'est pas pour tout le monde, c'est pour les gens qui veulent incarner l'amour après l'avoir trouvé en eux-mêmes, en s'engageant plutôt à le trouver en eux-mêmes, et qui veulent le traduire au quotidien en conjuguant le verbe aimer tous les jours sous toutes ses formes et coutures. Oui, c'est ça, vous faites bien le distinguo entre l'amour et aimer. Hein, vous dites évidemment aimer, ça se conjugue. L'amour est un état, aimer, c'est presque une décision en fait. Absolument. Hein. C'est un choix philosophique au sens large du terme, un choix de vie, comme un choix politique. Je veux plutôt être à droite qu'à gauche. C'est un choix. Je veux vivre amoureux, je veux finir ma vie en me disant j'ai été un meilleur amoureux. Voilà. Ou non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer justement cette capacité, cette compétence à aimer en fait, À être un amoureux. à être un bon amoureux? Bon, d'ailleurs, déjà, il faut comprendre qu'il faut le choisir. Donc, premièrement, il faut faire la différence entre l'amour et être amoureux. Il y en a encore beaucoup trop qui pensent que être amoureux, c'est vivre l'amour. Bah oui, d'accord, ça se saurait. Hein. Oui. Ça se saurait que tomber amoureux garantisse l'amour. Les deux. Être amoureux ne garantit pas que l'amour va être au rendez-vous tous les jours, et l'amour avec tous les phéromones et les yeux qui pétillent, et les battements de cœur et les palpitations, ça garantit pas la compétence amoureuse sur la relation durable. Donc ça, c'est la première chose, il faut faire la différence. Deuxièmement, faut décider. Faut décider, parce que si on attend que ça vienne de l'extérieur, non, il faut décider qu'on va se mettre sur le chemin. Être un amoureux, c'est d'abord être amoureux de la vie, pas de la tarte. Ça commence là. Deuxièmement, amoureux de soi, parce que la haine de soi, elle est en général plus au rendez-vous que l'amour de soi. Et si on comprend pas que ce sont deux préliminaires absolument, et qui vont prendre du temps, eh ben, si on comprend pas ça, la troisième chose qui est de le pratiquer, ben, elle sera très difficile. Beaucoup plus de gens qu'on ne pense n'ont pas dit ce que j'appelle un oui radical à leur naissance. Et ça, c'est mon concept de base sur la voie de l'amoureux. Il faut avant tout guérir de la nostalgie de l'ailleurs. Ma conviction, en tous les cas personnelle, c'est qu'on naît, Ennaïté, avec une mémoire de l'amour. On est conçu de l'amour. Même si c'est un quart de millième de seconde, c'est dans nos cellules. C'est dans nos cellules. Tout le monde sait de quoi on parle, même si on n'arrive pas à le dire. C'est comme un orgasme, on ne sait pas exactement le définir, mais on sait de quoi on parle. Voilà. Et cet amour-là ne peut être que déçu si on le compare à ce qui se passe dans ce qu'on reçoit et donne dans le monde. Donc la première chose, c'est de pas être nostalgique d'un amour parfait. Et ça, c'est déjà beaucoup de choses à guérir. Le prince charmant, celui qui va tout nous donner, l'amour résout tous les problèmes. Oui, l'amour résout tous les problèmes, mais pas au quotidien. Voilà, et puis pas attendre que l'autre donne ce que nous, on n'est peut-être pas encore capable de donner du reste, si on n'est pas encore un bon amoureux. Là, vous allez sur mon territoire que j'adore. C'est que tant qu'on, nous-mêmes, on s'aime pas, comment est-ce qu'on va être aimable? Si on s'aime pas, c'est qu'on se croit pas aimable. Donc si on se croit pas aimable, pourquoi quelqu'un d'autre nous aimerait? Si on travaille pas d'abord sur soi-même, à se nettoyer de la haine de soi, du moi haïssable, du manque d'estime de soi, du manque de valeur de soi, du manque de confiance en soi, du manque d'amour de soi, parce que c'est le mot qui résume tout. Après avoir fait le travail de dire oui à sa naissance, parce que on sait bien que là, il y a eu toutes les thérapies et la psychanalyse, et c'est toujours la faute des parents, quoi. Donc, ça fait déjà beaucoup de conditions pour être un amoureux. Ne pas attendre que c'est l'autre qui va nous pacifier, c'est l'autre qui va nous apporter la joie, la tranquillité. Par exemple, si on n'arrive pas à retrouver l'amour d'être né, on n'aura pas de joie de vivre au sens étymologique du terme, la joie d'être vivant. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre de l'autre? Qu'il remplisse notre vie. Donc, vous voyez, rien que l'idée d'accepter sa naissance, en dépit de ses parents, en dépit du fait qu'ici ce sera jamais aussi beau qu'ailleurs, en dépit de tout ça, rien que d'accepter ça, c'est déjà un grand pas pour être un amoureux. Parce qu'on aura la joie de vivre, accepter la différence. Oui, tout à fait. Voilà encore un préliminaire sérieux sur lequel on a à travailler soi-même et avec nos amis, avec tout le monde, là, pour le coup. On n'a pas besoin d'attendre l'homme de notre vie ou la femme de notre vie pour apprendre
à accepter les différences. C'est énorme, ça. Ne pas avoir ce que moi j'appelle la conscience d'altérité, que l'autre est différent et étranger à jamais. Tant qu'on n'aura pas réglé quelque chose de ça en nous, comment est-ce qu'on peut espérer être un grand amoureux si l'autre n'est même pas mon frère et ma sœur en humanité? Oui, moi je suis philosophe, j'ai pas de recette. Alors oui, quand même, faut que je fasse un peu de pub quand même. J'ai des outils, j'ai une grosse boîte à outils qui aide. Mais si on comprend pas le fond et les enjeux, eh ben c'est des outils, c'est comme une aspirine. On aura un peu moins mal à la tête pendant 3 mois, mais le terrain sera toujours le même. Dans une relation de couple, amoureuse vraiment, il faut même cultiver l'envie d'avoir envie. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon? Ah ben c'est lui qui doit m'amener des fleurs et me donner envie. Et puis s'il m'a pas dit le mot juste, ben j'ai pas envie. Oui, voilà. Eh ben Ça, voilà. on est toujours dans cette attente. Donc je sais pas de ce si que moi l'autre- j'ai envie, je sais que lui m'a pas donné envie. C'est pas le sujet. Le sujet c'est est-ce que moi j'ai envie. Et donc pour ça, ben faut développer l'envie d'avoir envie, faut être responsable même de son éros, de sa pulsion amoureuse, faut l'entretenir, faut la cultiver, faut cultiver les choses qui nous remettent des lutins dans les yeux tout seul. Lire de la poésie, écouter de la musique, savoir éveiller son âme amoureuse tout seul. Bah, sinon, bah, on est dépendant, même notre libido est hormonodépendante et dépendante de l'autre. Bah, ça n'aide pas les affaires. Hein. Oui, donc c'est le fait qu'on ait envie, donne aussi envie à l'autre. Hein, de toute manière, on est dans une dynamique à ce moment-là. Et du coup, on est tout actif. s'entraîne, tout On n'est pas s'active. du côté, ça va dépendre de l'autre si j'ai envie, s'il fait bien les choses comme il faut. Alors là encore, je vous dis, je fais pas de pub. Petit 1, vous pouvez faire ceci, acheter de la lingerie, machin. 3, faites... Non. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Maintenant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tout peut aider. Je suis pas en train de dire que, voilà. Mais tout peut aider comme outil. Mais le terrain, c'est à nous de le cultiver. Vous avez quand même un programme, hein, 52 vidéos pour vivre l'amour dans votre école. C'est le programme qui nous aide à devenir un bon amoureux quand même. Absolument, parce Voilà. que tout de même, une fois que je vous ai dit tout ça et que la philosophe a parlé, reste la personne humaine qu'on a bavé comme tout le monde, et reste qu'on a besoin d'outils, et qu'on a besoin d'étapes, et qu'on a besoin de repères, et qu'on a besoin de travail sur des morceaux. Et c'est le hasard qui a fait que quelqu'un est venu me voir en me disant j'ai fait des calligraphies formidables, est-ce que t'aimerais pas les illustrer avec du texte? Alors je sais plus, il en avait fait 3-4. J'ai dit ouais, mais ce serait bien. Et puis comme ça est venue l'idée, on pourrait en faire plus et faire tout le parcours amoureux. Et donc j'ai retracé la carte du tendre. La carte du tendre qui existait, je crois, au XVIe siècle, donc qui est anonyme, qui est avec des petits dessins sur là il y a des ravins, là il y a une petite colline, là il y a un petit obstacle, etc. Et j'ai refait ma propre carte du tendre. Et on en est arrivé à 52 clés, comme 52 semaines, et du coup 52 cartes, et puis maintenant 52 vidéos qui vont avec sur l'école en ligne. Et c'est vrai que j'ai des thèmes. Il faut avoir les pensées justes, et puis de l'autre côté les pratiques et les actes qu'il faut, et c'est prendre le cœur en sandwich. Et donc, mes 52 cartes, mes 52 clés, mes 52 vidéos, c'est pour pratiquer quand même. Je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai donné ma Bible, ma boîte à outils. Alors vous faites appel aussi à des intervenants, des philosophes, des sociologues, des sociologues, des physiciens quantiques. Donc ça fait aussi un apport supplémentaire dans vos cours, dans ce que vous proposez. Je pense que l'union fait la force et que si on pense tout seul, on a toujours raison. Et que ce qui est important, c'est de confronter sa pensée, c'est de mettre des points d'interrogation, de toujours garder des points d'interrogation à sa pensée, parce que plus un arbre grandit, plus les racines s'enfoncent, et plus on va haut dans ses réflexions, plus on devient clair, plus on peut aller dans les ombres. Donc, faut jamais se croire arriver sur ce chemin. Et puis je trouve ça passionnant de parler avec de vraiment dialoguer. Sinon, c'est chacun de son côté et ça n'enrichit pas la pensée. Ça vous construisez aussi quelque part votre conception de l'amour avec aussi les autres, forcément, en parlant, en dialoguant avec eux. Et comme les 52 clés et les 52 vidéos, là, je les ai faites parce que je parle avec des gens qui viennent avec leurs problèmes et qui partent de loin et qui ont vécu des choses vraiment difficiles. Et je me suis dit, il faut aussi que je puisse dialoguer avec ce côté, j'allais dire,
humain plus qu'humain de notre voyage en humanité, et que voilà, il faut commencer aussi avec les gens qui n'ont pas encore eu la chance de trouver un peu de paix en eux-mêmes. Alors Oui. c'est sûr que la thérapie peut être plus ajustée. Alors je leur demande très souvent de compléter avec des thérapies, parce que moi je suis pas thérapeute. Ou plutôt, si je fais de la thérapie, c'est que de la thérapie initiatique. J'accompagne sur les quêtes initiatiques, mais ça demande déjà un petit bagage. Mais du coup, voilà, les 52 clés, et ça répond quand même aussi aux gens qui démarrent et qui ont besoin de savoir que il faut guérir de plein de choses. Donc ça s'adresse à tout le monde. Bah oui. C'est court. Est-ce que ça peut aussi aider des couples forcément qui vivent une difficulté relationnelle, qui sont en crise par exemple? Est-ce que ça peut leur apporter ça va une aider aide? les couples si chacun d'eux est prêt à faire le travail. Ouais, S'il y en a qu'un qui est sur l'école en ligne et l'autre qui dit je veux pas entendre parler de toutes ces conneries, ça n'aidera pas le couple. Hein. Vraiment, travailler sur les 52 clés ou cartes ou les vidéos pour approfondir, mais ensemble. Mais c'est un travail à deux, bien sûr. Bah oui, parce qu'une crise, c'est une opportunité. C'est pas un coupable et un qui a raison. C'est une opportunité de grandir. Vous savez, les gens viennent souvent me voir en parlant de crise, et donc la rupture, l'angoisse de la rupture et le fantasme du couple durable. Ça sera un échec parce que le couple n'a pas duré. Et souvent, je leur dis, mais il faut réfléchir, qu'est-ce que c'est un couple durable pour vous? Et un couple durable, c'est pas un couple qui dure, parce qu'il y en a plein qui durent, et honnêtement, ils sont pas enviables. Ils sont pas enviables. Un couple durable, c'est un couple qui grandit tous les jours. Et donc, je leur dis, la vraie question à chacun de vous, c'est, est-ce que vous voulez grandir? Est-ce que vous voulez utiliser la crise comme opportunité pour grandir séparément, et ensuite refaire un contrat ensemble, pour le prochain pas? Et que plus on grandit, plus les racines s'enfoncent, et qu'il faut creuser plus lorsqu'on veut grandir, et qu'il faut creuser. Les gens, ils veulent manger. Donnez-moi une aspirine, donnez-moi une recette. Ils veulent manger, ils veulent consommer. Et dans le milieu du développement personnel ou du développement relationnel, qui est plus ce que moi je fais, il y a aussi beaucoup de consommateurs. Même mes clés, c'est pas juste des recettes. Faut vouloir creuser en soi, faut aller, c'est connais-toi toi-même. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et je rajouterai et l'autre. Parce que si on n'a pas cette volonté de creuser, de se transformer, de grandir, et du coup de faire grandir son couple, simplement parce qu'il est intéressant, parce que on n'est jamais le même quand on grandit. Donc l'idée de la routine, ça va mieux, quoi. Parce que de toute façon, je découvre chaque fois un homme, une femme qui est en train de grandir, qui est plus le même. Accepter l'évolution aussi de l'autre, de soi et de l'autre aussi. C'est passionnant. Tous les deux grandissent, c'est une surprise permanente. Ça, c'est l'antidote de la routine. Et qui permet le couple durable, non monotone. Voilà, tout à fait. Le couple durable monotone, il y en a plein. Hein. Plus on va en soi, plus il y a de la place pour l'autre, et plus le couple peut grandir. C'est un paradoxe. Parce qu'on croit que c'est égoïste de s'occuper de soi, de s'aimer soi, etc. Non. Parce que ça peut être, quand ça devient vraiment un travail intérieur, eh ben on a tout ça comme fruit, comme parfum à donner. Et à découvrir chaque fois chez l'autre. C'est passionnant. Parce que qu'on comprenne bien, j'y crois. Hein. J'espère faire passer ce message que le grand amour existe, qu'il est à la disposition de l'être humain, l'amour durable existe, un amour durable non monotone, mais il faut investir. Il faut s'investir en soi. Plus je deviens moi-même, plus j'ai à offrir. Alors, le seul problème, parce qu'il faut être honnête, c'est qu'il faut un partenaire en affinité de quête. Alors j'entends déjà pleurer les femmes à mon oreille et dire oui mais les hommes ils veulent moins travailler et tout. Il y a ces fameuses différences hommes-femmes d'où la difficulté de communiquer entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que l'homme était chasseur, la femme est cueillée, et c'est vrai qu'on a appris différemment à évoluer par rapport à ça, d'où notre difficulté de communiquer. C'est absolument clair.
C'est absolument clair que c'est une différence historique, c'est une différence socio-historique, et il n'y a rien à faire. Le masculin est lié à l'action, le féminin est lié à la relation. La seule manière de s'en sortir, pour moi, c'est que l'homme accepte son féminin et la femme son masculin. Tant que cette acceptation à notre double polarité n'est pas acceptée par chacun, la différence sera d'autant plus séparante. Mais après tout, pourquoi la femme ne développerait pas son masculin, sa capacité d'action, et pourquoi l'homme ne développerait pas son féminin, sa curiosité pour la relation, sa compétence relationnelle? Et je vois pas d'autre solution, parce que la différence est réelle, elle ne peut pas être discutée, mais si on veut régler ce problème plus profondément, la femme doit comprendre qu'elle doit développer un côté masculin positif. Le problème, c'est comme son image du masculin est négative, elle reproduit la même chose par les neurones miroirs. Ça s'appelle le désir mimétique, qui crée toujours de la rivalité. Du coup, pour développer son masculin, elle entre soit en rivalité avec le masculin, soit elle reproduit le même masculin, qui est celui archaïque qu'on connaît. Et pareil pour le féminin. L'homme va développer un féminin, j'allais dire, pour le faire vite, excusez-moi, contre sa mère, ou il va en rajouter, et il va être plus féminin qu'aucune femme ne voudrait aujourd'hui être, dans des archétypes ou des idées du féminin qu'aucune femme aujourd'hui, ou que peu de femmes aujourd'hui soutiendraient. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut pas sombrer dans une extrême, en fait. Il faut qu'une femme accepte entièrement sa féminité, son identité de femme, tout en acceptant et en accueillant aussi tout ce que potentiellement elle peut avoir aussi du masculin. À condition, encore une fois, je vous dis, ce qui est très, très important, c'est que quand elle va accepter ce masculin, il faut qu'elle fasse un peu de thérapie pour être sûre qu'elle n'est pas en train de reproduire le masculin, un masculin dominateur. Ce qui serait comme une sorte d'identification à l'agresseur, en fait. Exactement, voilà. C'était exactement le mot que je cherchais. C'est comme une identification à l'agresseur. Et pour les hommes, ils reproduiraient une mère envahissante, abusive, c'est un féminin un peu tordu, séducteur, enfin, plein d'archétypes comme ça qui sont à surveiller grave. Alors là, par contre, sur mon école en ligne, j'ai une grille de lecture absolument, alors là, celle-là, je la vends, mais volontiers, parce que j'y crois dur comme fer et qu'elle a déjà fait ses preuves depuis 20 ans, 30 ans. C'est ma grille de lecture passif-agressif d'outyrant. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une grille de lecture formidable pour travailler sur son féminin masculin. J'ai mis longtemps à l'élaborer. Donc plein de choses à aller consulter sur ce site. Et il y a guérir la nostalgie de l'ailleurs, c'est fondamental. Il y a la danse du masculin-féminin, c'est fondamental. Il y a tout le travail que j'ai fait sur la haine de soi et les blessures narcissiques qui font qu'on est un enfant blessé très 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 longtemps sur simplement nos blessures narcissiques. Donc c'est sûr qu'il faut faire ce travail un peu psychologique. Alors je le fais d'une manière plus philosophe, j'approfondis sur ce qu'il y a derrière, mais quand même je donne les outils. Donc et puis j'ai inventé un truc qui s'appelle la valeur thérapie, qui est aussi sur l'école en ligne, et qui est comment on peut changer des choses dans nos relations à partir de nos valeurs, et de comprendre quelles sont nos vraies valeurs et comment on les change. Donc l'idée là, c'est changer de valeur, vous changez de vie. Et puis je fais un travail sur les saisons qui est quand même super important. Il faut vivre en harmonie avec l'énergie du moment. On n'est pas le même en hiver, en été, en automne, c'est pas vrai. Donc il faut apprendre aussi à être en harmonie avec la Terre, avec l'énergie de la Terre, du ciel, les constellations. Voilà, être un peu en harmonie avec le cosmos si on veut aussi être dans le bien-être. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui est pas dans le bien-être, il peut pas être un grand amoureux. Hein. J'ai pas fait encore un grand cursus d'astrologie, je finirai peut-être un jour par le faire, c'est par là que j'ai commencé. Mais je travaille beaucoup sur l'influence de la Lune, sur les constellations. Et je les fais jouer avec les valeurs, effectivement. Donc oui, il y a un bout de ça. Je travaille aussi sur l'arbre de vie kabbaliste, à partir duquel j'ai inventé l'arbre des valeurs, justement. Et donc on peut trouver aussi tous ces outils sur l'école en ligne. Et puis après il y a la relation. J'ai quand même fait les cours approfondis, mais 52 vidéos sur vivre l'amour. Pour la j'ai relation, fait des cours approfondis sur la relation, sur les ruptures, sur l'engagement, sur la peur de l'engagement. Enfin bon, ça demande de se faire une stratégie.
Ça demande il y a un service accueil qui peut aider à faire des cursus pédagogiques, mais c'est vrai qu'il faut étudier. Mais ce qui est formidable, c'est que plus j'avance, plus je rencontre des gens qui viennent, qui me disent j'étudie sur votre école en ligne depuis 2 ans, 3 ans, ce qui me rend heureuse comme c'est pas possible, et qui font un boulot mais incroyable. Et quand ils viennent et qu'ils posent leurs questions, je vois bien qu'ils ont étudié, mais à fond quoi. Mais il faut après se faire un cursus, il faut être un peu discipliné, faut avoir l'esprit étudiant. Étudiant, tout à fait. Voilà, on va dans votre école comme on irait à l'université. Absolument. On choisit un programme, un cursus. Et puis on peut en changer, on le fait à son gré. Je crois que pour l'instant, j'en connais pas d'autres. C'est une des premières écoles en ligne comme ça à cohérence, pas des cursus qu'on donne. Donc je pense que l'école en ligne, c'est l'avenir pour des gens pressés que nous sommes. C'est payant. Il y a cette culture de la gratuité sur Internet, ce qui fait que beaucoup de gens consomment et ne font pas l'échange. Moi, je pense que l'argent reste un moyen d'échange. Simplement, il doit être raisonnable. Et chez nous, il est d'autant plus raisonnable. Alors, les prix sont raisonnables parce que c'est quand même toute une équipe. C'est de l'informatique, c'est de la mise en ligne, c'est compliqué, c'est pas simple. Mais en plus, on a un tarif solidaire. Oui, vous avez le tarif solidaire pour les étudiants notamment. N'importe qui peut demander un tarif solidaire. Oui. On n'en discute pas. On travaille sur l'esprit de la dette. Voilà, c'est aussi des cours que j'ai donnés sur on est en dette. On peut être en dette toute sa vie, c'est pas grave, mais il faut savoir qu'on est en dette. Comme je dis à chacun qui est en dette, je leur souhaite de régler leur dette au plus vite, car qui paie ses dettes s'enrichit, et ça veut dire quelque chose de très profond. Mais l'argent peut pas être un prétexte. Donc oui, c'est payant parce que je pense qu'il faut qu'il y ait de l'échange. Moi, je donne beaucoup, mon équipe donne beaucoup de temps et de compétences techniques, etc. Oui, il faut un échange raisonnable et puis la solidarité. Ну как? Стали крупным решать? Отлично.